Chapitre 14, la méthode du simplex. Donc, si vous vous rappelez bien, là, dans les deux derniers chapitres, à chaque fois qu'on vous demandait de faire un problème d'optimisation, on n'avait pas vraiment le choix de faire un polygone de contrainte. Et là, ben, ce qu'on devait faire par la suite, c'était tester pour chacun des sommets du polygone la valeur de la fonction économique, puis trouver le maximum et le minimum de cette façon. Ou on a aussi établi une autre méthode en utilisant ce qu'on appelait les courbes de niveau. Donc, on regardait les courbes de niveau dans quel sens elles se promenaient, puis ça nous permettait de trouver également le maximum ou le minimum. La méthode du simplex, c'est une méthode, une troisième façon de trouver le maximum et le minimum, d'optimiser un problème, mais cette fois sans être obligé de passer par un environnement graphique. Si on y pense bien, c'est bien pratique de faire un polygone de contrainte, mais à partir du moment où on a plus que deux variables, faire un polygone de contrainte, ça ne fonctionne pas. En 3D, OK, ça serait encore possible, mais si on est en 4, 5, 6, 7 variables, on ne peut pas représenter le problème graphiquement. Donc, il faut trouver une autre façon. Puis, de toute manière, quand on utilisait cette façon de faire-là avec le polygone de contrainte, c'était pratique pour comprendre, pour visualiser. Mais si on demande à un ordinateur de faire le travail, il faut que ça soit plus systématique. Il faut qu'il y ait un programme dans lequel, un algorithme dans lequel un ordinateur est capable de déterminer lui-même les différentes valeurs qui vont maximiser ou minimiser notre système d'inéquation. Donc, c'est un peu le but derrière la méthode du simplex. Concrètement, ce que nous allons faire, ça va ressembler à un certain point à l'algorithme de Gauss-Jordan, où on devait résoudre des systèmes d'équations linéaires. Sauf que là, nous avons des systèmes d'inéquations linéaires. Donc, la première étape, ça va être de transformer notre système d'inéquation en système d'équation. Donc, par exemple, j'aimerais ça, éventuellement, pouvoir écrire 3x plus 2y, puis voir quelque chose d'autre, mais égal 1200. Est-ce que toutes les valeurs de x, y qui, par exemple, remarquez ici, j'ai pris une situation à deux variables parce qu'on est capable de s'imaginer là, un point x, y. Donc, pensez par exemple à un point x égale 20, y égale 10. Est-ce que cette valeur est nécessairement le maximum? Non, mais on est facilement capable de vérifier si oui ou non ça fait partie du polygone de contrainte. Donc, est-ce que 3x plus 2y égale 120 va toujours être respecté dans les problèmes d'optimisation? Pas nécessairement. On ne va pas nécessairement utiliser, donc si on voit ça comme une ressource, on ne va pas nécessairement utiliser toute la ressource. Donc, on ne peut pas écrire égal 120 par défaut. À vrai dire, si vous regardez ce qui se passe quand on remplace x par 20 puis y par 10, puis si on voit le problème comme quelque chose de... par 10, pardon. Si on voit le problème comme des ressources de temps ou des ressources de matériaux qui sont utilisées pour fabriquer un objet, bien, ici, j'ai 80, alors que pardon, j'avais un 1200. Alors que j'avais accès à 1200. Bon, ça peut être des minutes, ça peut être des kilos de plastique. Donc, il va rester sur la table, hein, il reste, petit calcul mathématique, 1120 unités de la ligne 1, de la contrainte 1. Bien, ce que je pourrais faire, si je veux mettre un égal, ce serait tout simplement d'inventer une variable qu'on va appeler, par exemple, E1. La variable E1 représente le reste. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est inutilisé dans mon système? Bien, on l'ajoute comme variable et ça me permet de transformer mon inéquation en équation. Le E1 va changer. Il peut valoir 1120 pour x égale 20, y égale 10, mais si je change mon x et mon y, bien le E1, c'est une variable, ça va changer. Mais cette variable d'écart, on appelle ça une variable d'écart, va faire en sorte qu'on va être capable de transformer notre système d'inéquation en système d'équation. Pour l'exemple que j'ai là, regardez, je vais mettre ça tout beau, regardez ce que ça donnerait si on introduit nos différentes variables d'écart. Donc, on remarque ici que j'ai introduit trois variables d'écart, E1, E2, E3. Il y aura autant de variables d'écart qu'il y a d'inéquations. Donc, j'ai déjà parlé de la variable E1. Si on prenait un exemple, si on prend x égale 20, y égale 10, on regarde qu'est-ce qui se passe pour la variable E2. Pourquoi je dis 6950? C'est que dans ce cas précis, en attribuant les valeurs x, y qui nous sont données, donc 20 et 10 dans la ligne 2, bien, si on veut avoir une égalité à 7500, il faut obligatoirement que E2 donne 6950.
Donc, évidemment, si je change mes valeurs de x, y, les valeurs de E1, E2, E3 vont changer. Ce sont des variables E1, E2, E3. Ce qui se produit, nous avons un système d'équations linéaires. Donc, nous avons créé un système d'équations linéaires. Nous avons maintenant des signes égaux. Donc, on peut pouvoir utiliser quelque chose qui ressemble à Gauss-Jordan. Donc, on a un système d'équations linéaires, mais le problème, c'est avec 3 équations, chacune des équations représentant une contrainte qu'on appelle technologique, là, une contrainte de ressources, mais 5 inconnus. Donc là, évidemment qu'il va y avoir un petit problème ici. Il va falloir faire un travail quelconque parce que 3 équations, 5 inconnus, c'est un peu plus complexe à résoudre. Il va y avoir des variables libres, des variables qui vont sûrement être nulles. Et à ça, éventuellement, vous allez voir, il y a une autre chose qui peut varier, tout dépendant des valeurs x, y. Eh bien, il y a ma fonction z, hein, ma fonction z qui, elle, au début de mon problème, valait 7x plus 10y. Bien, on va vouloir aussi le mettre dans notre tableau simplex, en tenir compte. Donc, nous allons tenir compte de tout cela et créer un algorithme pour trouver la valeur de x, y qui optimise notre fonction z. Pour y arriver, on utilisera plus tard, je vous montrerai là, comment on va procéder avec un logiciel informatique. Mais juste que vous compreniez ce qui se produit, l'étape initiale. Une genre de matrice, un tableau dans lequel nous allons insérer les différents coefficients. Donc, notre ligne 1, qui était notre équation 1, vous reconnaîtrez quand je mets 3 et 2, ce sont mes coefficients qui étaient devant la ligne 1. Et je vais mettre comme contrainte, comme valeur variable d'écart, il y a 1 devant, la constante qui est devant, c'est 1. Il n'y en a pas pour E2, E3. Le Z vaut 0. Donc, ma ligne 1 me donne cette chose. Donc, si on regarde tranquillement ce que ma ligne 1, qui est ici, m'indique, c'est la chose suivante, ici. Donc, je fais la même chose pour la ligne 2 et la ligne 3. Donc, sans trop difficulté, là, on remarque que la ligne 1, ligne 2, ligne 3, c'est très semblable à ce que je viens de faire. Il y a cette ligne-là ici que je vais prendre un petit 30 secondes pour discuter. Bien, n'oubliez pas que la fonction z qui était optimisée était de 7x plus 10y. Si on met z dans la balance, donc si on ajoute une équation, on pourrait dire une quatrième ligne, ou parce qu'on a ajouté la variable z, bien, ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'envoyer hein, ces termes-là de l'autre côté. Donc, on aurait z moins 7x moins 10y nous donne 0. Donc, raison pour laquelle on a un moins 10 ici, un moins 7, et notre z qui vaut 1, et notre constante ici donne 0. Donc, voilà notre tableau initial. Ce que je vais vous demander de faire, ce n'est pas de faire comme avec Gauss-Jordan et de faire les pivots et de faire les opérations lignes. On va tout de suite sauter, dans le fond, on va utiliser un logiciel pour faire l'algorithme. Donc, les étapes 3, 4, 5, vous pouvez les barrer. Nous laisserons un ordinateur le faire pour nous. Donc, je vous montrerai, j'ai mis en ligne sur Moodle un lien qui nous permet de rapidement faire l'algorithme du simplex. Et moi, ce que je vais vous demander de faire à chaque fois dans les exercices, les examens, c'est d'être capable de poser le tableau initial et de lire le tableau final. Donc, d'arriver à l'étape 6. Donc, voilà, j'ai cliqué sur le lien là, qui m'a amené, dans le fond, à la page Internet là, où je vous donne une façon de résoudre avec un logiciel, une application, là, la méthode du simplex. Donc, si on regarde un peu comment ça fonctionne, là, vous pourriez lire les différentes informations qui apparaissent. Mais ce que j'aime bien faire, là, tout simplement, c'est de me créer un exemple. Puis je vais juste vous montrer rapidement. Donc, je peux créer un exemple puis demander de résoudre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction à maximiser. Ici, la fonction s'appelle P. Puis, on a les différentes inéquations. Puis, on a tout de suite la solution qui est marquée. Puis, vous avez les différents tableaux qui vont apparaître. Donc, juste vous montrer comment vous pourriez procéder là, dans le cadre de vos exercices pour vous préparer à l'examen. Bien, choisissez un exemple. Donc, faites Example, par exemple.
Puis à partir de cet exemple-là, ben, on va écrire la fonction qui nous intéresse. Donc ici, là, c'était Z qu'elle s'appelait. Donc je m'en vais faire ça à l'instant. Donc voilà, là, j'ai seulement remplacé les coefficients de sorte à ce que ça arrive à notre exemple. Donc vous remarquez ici que ce qui est écrit là, on maximise Z égale 7x plus 10y avec les différentes inéquations. C'est exactement l'exemple sur lequel on est en train de travailler. Et là, je descends, puis j'ai juste à faire Solve. Et automatiquement, vous allez avoir la réponse qui apparaît. Donc, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc, on obtient comme réponse x égale 200, y égale 180. Donc, c'est les valeurs x, y qui optimisent la fonction z. Et le maximum est de 3200. Mais regardez ce qui se passe. Donc, le logiciel, le site a construit pour nous les différents tableaux. Donc, je répète que c'est le tableau 1, le tableau initial, vous devez être en mesure de le construire vous-même. Mais lorsque vous avez des problèmes à résoudre, vous avez le droit d'aller sur le site. Et les tableaux intermédiaires ici, dans le fond, c'est du pivotage, des opérations en ligne ne nous intéressent pas. Par contre, le tableau final, vous devez être en mesure de le lire. Donc, regardez ici là, le tableau numéro 3 qui constitue le tableau final. C'est exactement le même qui est dans les notes de cours et je m'en vais vous expliquer comment on fait pour trouver comme valeur z égale 3200, y égale 180, x égale 200 et aussi quelles sont les différentes valeurs des variables d'écart. Ici, les variables d'écart sont S1, S2, S3, alors que pour nous, là, on a mis des E1, E2, E3 pour écart. Mais donc, à partir du résultat qui est obtenu là, ben, nous allons maintenant faire la lecture du tableau final. Donc, la lecture du tableau, il faut d'abord regarder là, quel est ce tableau final. Donc, dans les problèmes, ou bien vous utilisez un logiciel, puis vous prenez le dernier tableau, ou je vous donne carrément ce dernier tableau, je spécifie. Donc, caractéristiques du tableau final, on sait que c'est un tableau final puisque ici, on remarque que les éléments, les coefficients là, qui sont à la dernière ligne sont tous, donc les coefficients sont positifs. Donc, lorsque les coefficients de la dernière ligne sont positifs, on sait qu'on a terminé l'algorithme. Bon. Et là, le plus important, quelle est la valeur x, y qui optimise notre fonction z du départ et quelle est cette valeur z qui est maximisée? Donc, pour faire la lecture, il faut faire la distinction entre les variables hors base et les variables de base. Donc, vous avez les définitions un peu plus précédemment, mais je vais juste le résumer avec vous. Là. On a une variable hors base. C'est une variable pour laquelle, quand on regarde les valeurs qui sont dans sa colonne, ben, on n'a plus d'un élément non nul. Et à l'opposé, si on a juste un élément non nul, c'est ce qu'on va appeler une variable de base. Donc, je vous donne un exemple. Donc, c'est une question de vocabulaire, juste pour ensuite qu'on se comprenne. On a le tableau final ici. Si je vous présente la colonne pour les x, combien y a-t-il d'éléments non nuls? Il n'y en a qu'un seul ici. Donc, on a ici ce qu'on appelle une variable de base. Est-ce que y, c'est une variable de base? Oui, il y a juste un 1 qui est placé là. Donc, c'est également une variable de base. Est-ce que E1, ma variable d'écart E1, est une variable de base? Oui, puisqu'il y a un 1 qui est placé au début, puis le reste, ce sont des éléments nuls. Donc, x, y et E1, ce sont des variables de base. Z également. Mais si on regarde E2, E3, ce sont des variables hors base. Bon, c'est du jargon mathématique. Et évidemment, les variables de base et hors base changent au cours de l'algorithme. Mais le plus important, c'est tout simplement de comprendre la phrase suivante. Pour faire la lecture du tableau, la solution est obtenue en posant les valeurs hors base égales à 0. Donc, autrement dit, si vous me permettez d'assurer, étant donné que ça ici, c'est hors base, ça vaut 0. E3 vaut 0. Donc, dans mon problème, on sait que E2 vaut 0, E3 vaut 0. Quelle est la valeur de x? Eh bien là, tout ce qu'on a à faire, si j'efface un peu mes barbeaux, on regarde nos valeurs de base, et là, notre valeur de x, ici, elle est rendue à la troisième ligne, et la valeur en question sera de 200. Donc, x égale 200. Y, qui est ici, va nous donner 180.
Et Z, donc 180. Et la valeur de Z, elle, qui est ici, donc qui est ma fonction économique, est de 3200. Donc Z égale 3200, pardon pour la couleur. Et E1 vaut 240. Donc voilà, ce sont les valeurs qui, en théorie, optimisent le problème. Vérifions un peu, remettons ça dans nos équations du début, et regardons ce que ça donne. J'ai donc réécrit en bleu là, notre système d'inéquation initiale. Et si on remplace x égale 200 puis y égale 180 dans notre première ligne, bien, on va se rendre compte qu'on va être en dessous de 1200. Non seulement ça, on se rend compte que, donc, quand on remplace x par 200, y par 180, ça va vous donner 960. C'est donc dire qu'on est en dessous de 1200 et de combien? Quel est l'écart? Bien, il est de 240. Donc, la variable d'écart est bel et bien de 240 pour la ligne 1 qui pourrait représenter, par exemple, la quantité de plastique ou la quantité de minutes. Bien, on a des ressources inutilisées et ça correspond à la valeur de E1. Pour la ligne 2 et la ligne 3, si on regarde les valeurs qu'on obtient en X et en Y, bien, nous allons avoir utilisé toutes nos ressources, raison pour laquelle E2 et E3 vaut 0. Puis je répète, ça se traduit par des variables hors base à la toute fin, dans le jargon ici. Finalement, notre valeur, notre fonction Z, notre variable Z, c'est qu'est-ce qu'on voulait optimiser. Bien, si on remplace, oui, on obtient 3200 ici, mais c'est bel et bien le cas. Si vous prenez la peine de le faire à la calculatrice, vous allez voir que nous obtenons bel et bien 3200 en prenant la fonction économique qui était donnée au début du problème. Donc voilà, ça fait le tour rapide de la méthode du simplex. Maintenant, je vais faire un exemple supplémentaire, mais je répète que dans les situations d'examen ou d'exercice, ce que je vous demande, c'est d'être en mesure de construire le tableau initial et de lire le tableau final. Vous n'avez pas à faire l'algorithme en tant que tel. Donc, pratiquez-vous en ce sens et utilisez le lien que j'ai fourni sur Moodle pour trouver le tableau initial et le tableau final. Là, vous allez voir, ça va être très pratique.